Bienvenue au rendez-vous. Le débat peut commencer. Ça fait débat. Beaucoup de sujets qui font l'actualité. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo et les négociations à Kampala. Négociations entre Kinshasa et le M23 qui restent au point mort à attendre. Plusieurs médias captés ici en RDC, donc des médias étrangers. Les négociations entre le gouvernement de Kinshasa et le mouvement du 23 mars sont bloquées à Kampala. C'est la coince à propos de l'exigence du M23 de faire signer un cessez-le-feu par le gouvernement congolais. Alors, ce sujet qui fait débat, on en parle avec Chérubin Okendele, président du FSIR, Front social des indépendants républicains, parti de la majorité. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Fidèle Moussango, vous êtes coordonnateur du journal Le Phare. Bienvenue. Merci beaucoup. Willy Makiachi, vous êtes député national. Palou Bandundu, bienvenue. Merci. Norbert Yamba, acteur de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Est-ce qu'on peut espérer à une issue pour qu'il y ait la paix, la quiétude dans la partie est de la RDC, Chérubin Okendele? Bien entendu, nous allons toujours déployer des efforts pour que la quiétude revienne à dans la partie est de notre pays. Et il va falloir que nous, Congolais, nous ne trompions pas d'adversaires ou d'ennemis. Là-dessus, nous n'avons jamais cessé de le répéter. Le M23, ce n'est qu'une fabrication du Rwanda. Et le Rwanda, dans cette mésaventure, n'est pas seul. Il est soutenu par certaines grandes puissances. Je crois que la pugnacité congolaise doit nous amener à sensibiliser davantage ces grandes puissances, à l'instar des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, où le temps commence à changer. Et nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Il faut pousser l'administration américaine à dire à Museveni et à Kagame de cesser ces mésaventures parce que finalement ce sont des vies humaines, c'est le pillage, c'est la destruction méchante d'un État souverain qui sont perpétrés à l'est de notre pays. Donc je me dis, nous Congolais ne devons pas nous limiter en si bon chemin, il faut continuer et le fameux cessez-le-feu que réclame le M23, non, c'est un bal de chauve. Et pourquoi le gouvernement refuse de signer les cessez-le-feu? Il ne faut pas signer un cessez-le-feu, sinon on consacre la partition de notre pays. Le prisme sont déjà tracés de manière à ce que le M23 s'enlise dans les territoires occupés. Dans l'entretemps, Dieu seul sait s'il n'y a pas de transplantation de certaines populations rwandaises dans ces territoires pour que finalement, avec l'usure et le temps, ils puissent revendiquer le principe d'autodétermination de peuple pour que, en fin de compte, ça soit le spectre sud-soudanais qui soit appliqué au Congo et leur ralliement dans la fameuse ou le fameux empire Imatusi. Aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle. Donc, nous devons tenir bon et d'ailleurs, on doit davantage mettre le président Museveni devant ses responsabilités. Il est parmi les signataires de l'accord tripartite, Congo, Rwanda et Ouganda, demandant au M23 notamment d'évacuer de Goma de 20 km. Aujourd'hui, la réalité, c'est que M23 n'a pas évacué de 20 km. Il appartient maintenant au gouvernement de la RDC, présent à Kampala, de dire au président Museveni, de dire au M23 de respecter d'abord ces accords. D'autres subterfuges... Donc vous donnez raison, par exemple, à l'UDPS qui hier a appelé à ce que les négociations se passent ici à Kinshasa entre le M23 et le gouvernement, disant que les problèmes étaient internes. Non, pas du tout. Ce n'est pas un problème interne. Ici, nous sommes en face d'une agression. Le Rwanda et avec la complicité de l'Ouganda nous ont agressés. Mais quitte à savoir maintenant, dans la stratégie diplomatique, il ne faut pas fuir l'autre, l'adversaire, sinon vous jouez la politique de la chaise vide et ça ne paye pas. Donc nous avons fait œuvre utile d'aller même à Kampala pour dire à nos agresseurs et leurs complices que nous savons que c'est vous qui nous agressez, mais vous voulez internaliser cette crise comme si au Congo il n'y avait pas d'opposant à Joseph Kabila. Lui-même, Etienne Tshisekedi, il a été opposant à Mobutu, aujourd'hui il est opposant à Joseph Kabila et en interne ici on en voit encore davantage, mais ce n'est pas une raison pour justifier la prise d'armes et de tuer les Congolais et de piller notre pays. 4 minutes, c'est déjà alors. Vous êtes fidèle, Moussango, vous êtes expert en communication, vous avez une autre lecture. Est-ce qu'il y aura une issue à des dialogues ou des consultations, concertations de Kampala?
Mon frère, quand vous lisez l'histoire du Congo, c'est une histoire qui est parsemée de fleuves de sang, depuis 60. Mais chaque fois que les Congolais ont voulu se surpasser, ils ont réussi. Mais quand vous avez un chef de l'État qui n'a pas une visibilité politique claire, qui navigue à vue, qui se comporte maintenant comme quelqu'un qui est noyé, qui s'accroche à n'importe quelle branche, jusqu'à légitimer les M23, alors là, vous n'aurez jamais gain de cause. Kabila risque de faire passer temps et d'arriver à la fin, on dit, monsieur, partez, vous avez déjà fait demander à vous partir, il va laisser les pays comme tel. Pourquoi je dis cela? Parce que regardez, il est établi ici que l'agression n'a pas commencé avec les M23. Ça a commencé avec Kabila, père et fils, avec l'Abdel. Il ne faut pas les en excuser. Et pire, lui et son père ont amené un Rwandais qu'ils ont placé à tête de l'armée. Ça n'était pas une agression, c'était une guerre de libération. C'était une agression toujours. Au plan du droit international, c'est une agression. Quand vous avez une armée étrangère qui vient opérer arme au poing dans un pays voisin, c'est une agression. C'est ça le droit international. C'est pas parce que c'était Kabila père et fils, non, c'était une agression à commencer. Les gens, en leur temps, avaient dit ça. On n'a pas voulu comprendre qu'on venait d'introduire le cheval de Troie avec l'Afdel. Tous les secrets militaires sont partis à Kigali. Parce qu'il y avait James Kabarebe à la tête. Là. Vous les avez présenté comme étant un Mouniamoulengue faux, un Rwandais pur. Le RCD, même chose. Les Rwandais ont toujours voulu pénétrer le système sécuritaire du Congo. De sorte à faire venir des milliers de Tutsis ou Tutsis. Ce que Chérubin dit est contestable. Pourquoi? Parce qu'une balkanisation n'est plus possible maintenant. Regardez ce qui se passe au Mali. Rien que pour le sable, il y a une immobilisation internationale. Pourquoi? Parce que dès lors que vous coupez un pays, il n'y a que deux conditions pour arriver à la balkanisation territoriale. Soit des guerres interethniques interminables, soit des guerres à caractère confessionnel comme au Sud-Soudan. Regardez le Nigeria. Pourquoi il n'y a pas de balkanisation? Parce que le pétrole est au sud. Mais si le pétrole était au nord, les musulmans allaient décréter un État à part et dire, vous les chrétiens allez vous faire voir avec le sable. C'est parce que le pétrole est au sud, regardez la guerre de Biafra, que les nordistes ne peuvent pas décréter une sécession pour avoir la charia. On peut espérer à une issue? Le Congo va rester seul. On ne prendra jamais 1 mètre carré. Kabila passera. Les vrais nationalistes viendront. Ils auront à dire à Kagame et à Museveni les 4 vérités en face. Voilà l'exemple. Restons sur Kampala. Négociation sans issue. Oui, mais écoutez, vous savez que déjà au départ, vous partez, vous, les victimes, vous allez négocier chez le bourreau. C'est jamais vu au monde. C'est comme si en 1942, on demandait à De Gaulle, président de la France libre, d'aller négocier à Berlin et serrer la main à Hitler. C'est ce qui se passe à Kampala. Chérubin Okende le sait que tous les rapports des experts de l'ONU disent que c'est l'Ouganda et le Rwanda qui recrutent des Ougandais, des Rwandais. On leur donne la coloration des M23 comme on l'a fait avec l'AFDEL, comme on l'a fait avec le RCD, les CNDP, et dit c'est une affaire congolo-congolaise. Maintenant, quand vous allez en Ouganda, vous dédouanez l'Ouganda et le Rwanda, et vous dites voilà, c'est une affaire congolo-congolaise. Comme c'était avec l'AFDEL, comme c'était avec le RCD. Et pourtant, c'est le Rwanda, l'Ouganda. Kabila a commis une faute grave, et c'est ce qui lui coûte maintenant l'accusation de haute trahison, d'aller négocier. Il avait dit non, d'accord monsieur, mais nous allons négocier ailleurs. Mais en même temps, Kabila devait on dit que ce ne sont pas des négociations, le gouvernement ne fait qu'écouter. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Ils font quoi? Ils jouent au basketball? Alors, c'est déjà 4 minutes, on va revenir à vous. Vous dites ceci, le mot est celui-ci. Kabila a échoué sur le plan diplomatique, parce que là, il a dédouané l'Ouganda et le Rwanda. Sur le plan politique interne, il a des problèmes de légitimité ici. Sur le plan militaire, il n'a pas d'armée. Pendant 15 ans qu'il était à la tête du pays, il n'a pas d'armée. Maintenant, il faut saisir le plan judiciaire. Aucun ne le sait. Il faut, on ne sait pas quand est-ce que Kabila va saisir la CPI avec les rapports des experts indépendants de l'ONU pour dire mon pays est agressé, ceux qui l'agressent, ils sont dénoncés par le gendarme mondial qui est l'ONU. Quand il va saisir, il a peur de quoi? S'il a peur, il n'a qu'à charger au Kende, il n'a qu'à charger moi et vous, on va à la CPI ou les ONG congolaises. Il les saisit pourquoi? Il a échoué sur le plan, il est sur le plan judiciaire. Dès que Kagame sera soit pointé du doigt comme il est maintenant, preuve à l'appui, quand on va m'attaquer, quand on va envoyer au Kende, d'aller en Belgique, de faire des conférences de débats, d'aller voir le roi, d'aller voir le Parlement belge pour dire, là, voici les preuves. C'est le gendarme international qui dénonce l'agression et les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Ok, Fidèle. Alors là, équilibre de débat.
Tant qu'il ne fera pas ça, eh bien, nous sommes patients le Congolais. Parce qu'on a vu beaucoup de choses. On a vu son père, on le verra lui, il partira. Fidèle, on va revenir à vous dans un instant. Willy Makache, vous êtes de la majorité parlementaire. On vous charge, vous qui êtes du côté du pouvoir. Votre réaction? Ma réaction d'emblée, je dirais que c'est lui, le co-débatteur qui venait de parler maintenant, j'ai l'impression que c'est lui qui navigue à vue. Parce que déjà lorsqu'il dit qu'en droit international, il y a une armée qui entre avec pointe, mais comment l'armée entre en pointe? En droit international, il est acquis dans les droits de la guerre que des forces en guerre peuvent requérir aussi l'apport des autres forces amies et consorts. Mais comment ces forces se comportent, c'est en ce moment-là que les responsabilités peuvent être établies sur le plan du droit international dans le domaine du droit de la guerre. Mais je voulais corriger pour dire que l'AFDEL n'était pas une agression, parce que l'AFDEL était plutôt une révolution, parce qu'elle a ainsi été consacrée. Alors en ce moment-là, il faut partir de la définition des concepts pour les comprendre. C'est quoi une agression? C'est quoi une révolution? Il aura compris que l'AFDEL, c'était plutôt une révolution parce qu'elle a été acceptée par le peuple congolais dans son ensemble. Le Rwanda n'est entré qu'en appui, il a été sollicité. Il n'y avait pas que le Rwanda. Il y avait l'Angola qui a joué d'ailleurs le rôle de premier plan. On n'en a jamais parlé assez. On dit Rwanda, Rwanda. Mais ils étaient combien les Rwandais? Parce que Laurent Désiré Kabila l'a dit. Combien étaient-ils par rapport au nombre de militaires qui ont mené cette révolution jusqu'à Kinshasa? Les Angolais, ils étaient superbement armés. Ils étaient beaucoup plus performants que n'importe qui. On ne parlait pas d'eux. Les Angolais ne sont pas venus agresser. Ils étaient venus en appui aux forces révolutionnaires en tant que pays ami dans l'histoire des nations, parce qu'on partage aussi la même idéologie avec le gouvernement angolais de Dos Santos sur le plan de la gauche, des socialistes dans l'espace de l'Afrique centrale que nous partageons ensemble. Ça, c'est en fait une rectification, mais aussi, il ne peut pas dire que le président de la République navigue à vue et qu'il a échoué diplomatiquement, mais non. En même temps qu'il dit une chose, il dit son contraire, parce qu'il dit maintenant Kagame est pointé du doigt. Mais qui a fait que Kagame soit pointé du doigt? C'est la République démocratique du Congo via ses institutions. Non les rapports des Nations Unies, des commissions des Nations Unies. Les Nations Unies également l'ont fait parce qu'elles sont venues en appui aussi à la République démocratique du Congo en tant que Nations Unies. La République elle-même, l'État en tant que membre du concert des nations, l'État a joué son rôle. À tout moment, tout le monde a suivi les porte-paroles du gouvernement. La Constitution est claire. Chaque ministre est responsable de son département, de son ministère, sous la coordination et la direction du Premier ministre. Et il en rend ainsi compte. Alors, vous avez la responsabilité sectorielle du ministre en charge de la communication, médias, nouvelles citoyenneté et consorts. Mais au quotidien, il donne tout ce qui sont du Conseil des ministres et dans la gestion quotidienne de son secteur communicationnel, il raconte de tout ce que la République pense. Vous ne pouvez pas ne pas dire que c'est que le ministre est en charge de ces questions. Porte-parole du gouvernement. Lorsque le porte-parole du gouvernement rend public la position du gouvernement, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas le président de la République qui l'a dit en tant qu'institution relevant de l'exécutif, le gouvernement autant et le conseil des ministres entendu, c'est le porte-parole du gouvernement qui en rend compte au regard des attributions constitutionnelles. Il cherchait à savoir en une minute, les Nations Unies qui vous donnent la faveur en pointant du doigt l'ennemi, et pourquoi le gouvernement ne saute pas sur l'occasion? Mais non, les Nations Unies ne donnent pas la faveur, je viens de vous le dire. Je viens de vous dire que c'est d'abord la République démocratique du Congo, l'État congolais, le gouvernement congolais qui était monté au créneau. Voilà. Les Nations Unies n'ont fait qu'emboîter les pas parce qu'avant, l'État congolais ne se faisait pas entendre. Suite à cette diplomatie tous azimuts, il s'est fait que les Nations Unies ont emboîté les pas au gouvernement congolais, qui est monté au créneau autant de fois telles que je venais de le dire, via les porte-parole du gouvernement et via d'autres structures, même les médias aussi que vous êtes. Lui-même aussi en tant qu'homme des médias, il l'a dit autant de fois. Ce sont toutes ces voix-là canalisées par le gouvernement, ont fait que les Nations Unies aussi y adhèrent. C'est ça justement les résultats de la diplomatie. Et lorsqu'il dit, il a raison peut-être de les décrier, mais il devrait comprendre les contours que nous sommes membres du Conseil des Nations. À Kampala, pourquoi?
Les bourreaux, il a dit que nulle part au monde, mais il devrait aussi savoir, nulle part au monde, c'est vrai, son inquiétude est fondée. Mais il fallait savoir qu'il ne devrait pas y avoir la table ronde en République démocratique du Congo pour que cette table ronde accouche de ce qu'il y a eu. C'est en Belgique, chez les bourreaux, que la table ronde devrait avoir lieu pour parler jusqu'à ce que le processus soit en fait mené à bon port. Donc, par rapport à cela, pour parler de Kampala, l'évaluation de l'accord de Kampala, c'est par rapport à une organisation sous-régionale, la CIRGL, qui a institué cela, qui a fait ses recommandations. Museveni, président au destiné de cette organisation sous-régionale en ce moment précis, autant que le président Kabila préside au destiné de la francophonie pendant cette période, c'est pour cette raison-là que pour parler se tiennent là-bas. Mais il ne légitime pas l'État congolais et Kabila ne légitime pas pour autant les pourparlers de Kampala ou bien le M23 que lui-même a qualifié de forces négatives. C'est bien dit, honorable. Un autre son de cloche, négocier ou combattre le M23, la société civile serait divisée. Pour certains activistes, les discussions sont la seule façon de s'en sortir sans dommage. Pour d'autres, seule une réponse militaire musclée mettra fin à cette crise. Alors, vous êtes de la société civile, Norbert Yamba, votre lecture. Merci d'abord, merci pour l'opportunité que vous m'offrez, mais j'ai des petites choses avant de répondre à votre question. Vous avez 4 minutes. La première chose que je voudrais dire ici, c'est que lorsqu'on organise un débat de ce genre, je crois que le Congo est en situation de crise, le Congo a un problème, il faut que nous puissions sortir naturellement de ce bourbier. Et les différents éléments de réflexion que nous devons mettre sur la table doivent aider, doivent concourir à rationaliser la capacité de ceux qui peuvent prendre des décisions pour que nous puissions nous en sortir. C'est très important. Et donc, il s'agit ici, véritablement, de ne pas voir seulement les côtés positifs, mais c'est aussi de dégager les autres facettes. Et ça, c'est très important. Sinon, alors, il n'y aurait pas récurrence. Sinon, alors, la guerre ne pouvait pas toujours continuer. C'est que quelque part, il y a eu une difficulté au niveau des diagnostics. Je voudrais également dire que la grande difficulté aujourd'hui, c'est que lorsque j'écoute les différents communicateurs de la majorité, la tendance est effectivement de dénicher le vrai agresseur qui est le Rwanda. C'est une bonne chose. Mais on est resté pendant longtemps, qu'on ne puisse pas écouter la voix autorisée qui était celle du président de la République. Et il y a eu des espaces internationaux qui lui ont été offerts et il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit, même si il a dénoncé le voisin. Dieu merci, le voile est tombé. Lors de sa dernière prestation, il a reconnu que c'était le Rwanda. C'est très important. Alors maintenant, si c'est le Rwanda qui nous agresse, une autre interrogation se pose. Alors maintenant que nous avons identifié notre agresseur, alors maintenant, nous devons faire les discussions. Curieusement, dans le cadre de la conférence internationale de pays de Grand Lac, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda et le Congo qui sont ensemble, n'est-ce pas, pour discuter, n'est-ce pas, de la crise au Congo et qui identifient véritablement la rébellion et qui font des recommandations entre le Congo et la rébellion. Comme qui dirait en fait que ni le Rwanda ni l'Ouganda ne sont pas des agresseurs. Et donc c'est une légitimation naturelle de la rébellion. Et c'est ça justement la difficulté. Donc des négociations sans issue. C'est ça, non, je me suis beaucoup. C'est ça véritablement la difficulté. Parce que le Rwanda, l'Ouganda, ce sont des douaniers. Il faut qu'on comprenne, hein, parce que quelqu'un disait tout à l'heure que il n'y avait pas que le Rwanda, il y avait l'Angola, etc. Mais vous savez, nous sommes dans un processus. C'est un schéma opératoire. Aujourd'hui, le Rwanda est visible, simplement parce qu'effectivement, on a besoin de construire la dynamique de la création de cet État tampon. Mais n'oubliez pas que l'Ouganda est là. Il ne regarde pas les choses comme ça. Vous savez que demain, il y aura aussi... on est dans un processus de la création aussi de l'État d'Ituri. L'Angola aussi, dont on croit que, bon, il est tout le temps avec nous, qui visiblement aujourd'hui bénéficie 800 000 barils, pas, dans la côte par jour, et avec le bloc 31, il aura à bénéficier 1 million de barils. Écoutez, l'Angola ne vous laissera pas tranquille. Donc, il faut qu'à un moment donné, que l'on soit correct, à un moment donné, que l'on puisse véritablement donner un sens de direction, à un moment donné, qu'on puisse avoir véritablement des aspirations, de grandes motivations qui permettent à notre peuple de comprendre le tenant et les aboutissants. La société civile serait-elle divisée?
La société négocier civile, ou combattre. la société civile n'est pas divisée. Si la société civile, c'est la population organisée en corps intermédiaire, comme au niveau de la base, l'idée de l'ensemble de notre peuple, c'est véritablement de voir arrêter ce qui se passe à l'est de la République. Personne ne peut accepter naturellement que cela se passe. Alors maintenant, si on doit combiner les différentes stratégies pour y arriver, ben écoute, la société civile est parfaitement d'accord avec ça. Aujourd'hui, ce qui dérange la société civile, c'est cette humiliation, cette indignation, c'est la honte de voir un pays de 26 000 km² avec pas plus de 20 000 militaires, plus mettre à genoux un pays de plus de 100 000 militaires. C'est cela ce qui inquiète tous les Congolais. Et nous disons que de la même manière qu'on peut aller dans la direction d'une diplomatie agissante, et il faut également que nous puissions montrer de quoi nous sommes capables, parce qu'on investit autant de moyens. Quelqu'un dira... Non, non, si on peut bien se le rappeler, il n'y a pas longtemps, il y a une littérature abondante qui détermine qu'aujourd'hui, le Congo a même acheté de matériel désarmement de plus de 84 millions de dollars. Alors, il est important aujourd'hui que nous puissions montrer de quoi nous sommes capables. Là où je peux peut-être avoir une nuance au niveau de l'approche avec Fidel, lorsqu'il dit la balkanisation ne rend pas lieu. Non, ce n'est pas une thèse radicale. La balkanisation peut avoir lieu si véritablement les Congolais ne sont pas suffisamment organisés, si véritablement on a des relais volontaires à l'intérieur de la République, si véritablement nous n'avons pas un leadership visionnaire qui peut pouvoir mettre en place des mécanismes pour arrêter la balkanisation. Ça, c'est bien dit. Parce que le schéma est là et ce schéma est en cours. Heureusement que notre peuple ne vous le voudrait pas. Alors maintenant, il faut qu'on pose des actes qui vont dans la direction de mobiliser l'ensemble de notre peuple. Encore pour mobiliser l'ensemble, il faut réduire les fractures, il faut construire des synergies gagnantes. Et là, ça reste un défi par rapport à ce qui... C'est la deuxième partie que nous allons entamer. Est-ce que ce n'est pas le début de la solution? On a vu le président de la République, Joseph Kabila, qui a commencé les consultations avec les députés de la majorité, de l'opposition, les sénateurs, les patrons de presse. Hier, il a été avec les évêques catholiques de la Senco. Une des solutions où il y en a d'autres, Chéribin Okende. Il y en aura toujours tant que les problèmes persisteront, mais vous me permettrez un peu de faire un petit recul pour apaiser nos compatriotes co-débatteurs de ce soir. Bien entendu, ça fait débat, mais nous ferons mieux de débattre sans passion. Exact. Ça nous donnera une meilleure lucidité pour affronter les défis qui sont les nôtres, non les défis d'un individu, mais les défis de la nation congolaise. D'abord, première chose, lorsque Fidel évoque l'AFDL avec le Rwandais ougandais qui était venu, je veux rappeler que ce n'est pas une spécialité congolaise ni spécialité de l'AFDL. Lui-même, Museveni, lorsqu'il a pris le pouvoir au Rwanda, en Ouganda, il a été appuyé par des Congolais et des Rwandais. Nous savons que même dans les services de sécurité de l'Ouganda, Paul Kagame y a travaillé. Kagame, lorsqu'il est venu avec son APR pour prendre le pouvoir au Rwanda, à Kigali, il y avait aussi des Congolais. Je peux citer Ngandu Kisase et consorts. Mais même au-delà de l'Afrique, au-delà de la région de Grand Lac, aux États-Unis, lorsque les Américains devraient se battre contre les Britanniques pour leur indépendance, je me rappelle, il y avait des militaires français qui sont allés à la rescousse des Américains avec le général Lafayette. Fouillez l'histoire, on vous le dira. Mais en fait, c'est comme l'a dit l'honorable Makiashi dans le droit international, on peut avoir des appuis. Mais ce que Mzee a refusé, et c'est là que nous devons lui être reconnaissants, que le Rwanda et l'Ouganda viennent coloniser ou diriger le Congo. D'où la guerre de 1998. Et là également, nous devons interpréter notre histoire actuelle avec meilleure lucidité. Pourquoi Mzee n'a pas été entendu? En son temps, il a crié haut et fort que nous étions agressés. Nous avons vu deux armées étrangères s'affronter à Kisangani. Mais ma foi, les guerres aujourd'hui, on ne les fait pas à vase clos. Il y a toujours des complicités, des intérêts internationaux. Et c'est pour cela que je vous dis, dans le cas d'espèce, lorsque vous voyez un poussin remplir un panier d'œufs, sachez que la mère poule est à côté. Et ça vient de la sagesse du professeur Kaumba, que je salue en passant. Donc vous voyez, là-dessus, n'eût été la ténacité du Congo, du point de vue diplomatique,
aujourd'hui, on n'en serait pas arrivé à ce que l'administration américaine toise le Rwanda. Pour dire, vous cessez de soutenir la rébellion. On vous reproche, vous, la majorité dévoutée, de travailler dans la passivité et d'attendre les Nations Unies. C'est pas du tout la passivité. Bon, au fait, de toutes les façons, quand on est au pouvoir, on va recevoir toutes les diatribes. C'est pas ça qui fait problème du tout. Mais il faut comprendre la justification de telle ou telle autre attitude. C'est pas pour rien que j'ai évoqué la situation de 98. Nous avons beau crier, parce que même Albright disait que le Rwanda ou le Rwandais était la prunelle de son œil, on n'a jamais entendu la cause du Congo. Il aura fallu que nous changions de fusil d'épaule. Donc, aller en Ouganda, aller à Kampala, le président de la République l'a dit, n'en déplaise à Fidèle, même si il y a une sorte d'acharnement. Hein, je crois qu'il faut que nous lisions l'actualité telle qu'elle se présente. Aller à Kampala, ce n'était pas pour donner un chèque en blanc aux agresseurs. Nous les connaissons, mais nous ne devrions pas jouer la politique de la chaise vide, de un. De deux, nous devrions documenter, avoir de preuves irréfragables que nous sommes agressés, et cela devrait nous faire valoir sur le plan international lorsque nous allons invoquer notre droit en tant que pays victime d'agression. Répondez alors à ma question. Consultation en interne hier, les chefs de l'État avec les évêques de la SENCO. Une des solutions ou il y en a d'autres? C'est une solution et le dialogue doit être permanent. Tout le monde l'a toujours souhaité. Il n'y a que chez nous, lorsque le chef de l'État prend des initiatives, avec une sorte de manichéisme, on voit toujours négativement. Lorsque Joseph Kabila, le 20 décembre 2011, il prête serment, il montre son ouverture, il dit il est prêt à travailler avec tous les Congolais qui ont la passion pour le Congo. Nous avons vu, et même la société civile n'a pas fustigé le fait que, bon, au lieu de l'ouverture, le chef de l'État n'a récolté que la négativité. Si je ne veux pas parler d'insultes, vous comprenez? Nous devons interroger aussi notre culture politique. Où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui... il faut conclure par là. Je veux conclure en disant que ce que nous sommes en train de connaître, ce n'est pas une nouveauté pour la nation congolaise. Toutes les grandes nations du monde ont toujours connu de grands moments de preuve. C'est la capacité du peuple, c'est la capacité de l'élite, c'est la capacité de la classe politique de transcender certains clivages pour faire en sorte que nous puissions préserver la cohésion. Et il n'y a que dans la cohésion que nous allons gagner. Et Joseph Kabila aujourd'hui est inscrit, non par faiblesse, non par témérité, non par défi contre qui que ce soit, mais non, c'est par passion pour le Congo. Il est bien conscient des difficultés qui sont les nôtres. Vous savez, lorsque vous n'avez pas... vous ne participez pas à la gestion du pays, il y a deux choses peut-être qui pourront vous échapper. Vous pouvez réagir de la manière qu'on qualifie d'épidermique, sans entrer en profondeur. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Aujourd'hui, la culture démocratique doit nous emmener à aller au fond des choses. Parce qu'en fait, comme ceux qui déclarent ou qui crient à la haute trahison, ma foi, je ne vois pas un président de la République qui règne et qui va aller trahir son pays, qui va aller vendre son pays là où il est en train de gouverner. Après Dieu, c'est un chef de l'État sur terre. Fidèle Moussangou, c'est la bonne piste des solutions, la consultation à la manière du président de la République. Hier, il était avec les évêques de la SENCO. Ou autre piste des solutions que vous avez? Écoutez, confrères, soyons sérieux et lisons l'histoire du pays. Nous avons une histoire politique riche. En 60, quand on assassine Lumumba, le groupe d'Mbinza qui est à la base de Lumumba avec la police des Belges, mais là, le dossier rebondit, hein. On dit le sang des victimes crie vengeance. Le sang de Lumumba crie vengeance. Maintenant, 52 ans après, pourquoi on a échoué? Pourquoi le groupe d'Mbinza a échoué? On assassine Lumumba au Katanga par des Katangais des Belges. Notez bien.